Dans le cadre du développement des services, Dubaï est une plaque tournante aujourd'hui mondiale, tant pour le transport en tant que hub aérien, mais aussi pour l'investissement, pour les ports d'éclatement, et je pense que c'est vraiment un modèle de réussite. Ensuite, les messages qui ont été délivrés, d'abord par l'émir de Dubaï, son Altesse Cheikh Mohammed Al Maktoum, a montré que ce qui est le plus important, ce n'est pas la richesse, mais c'est la vision et aussi l'innovation. Je pense que cette vision et cette innovation aussi se basent sur la valorisation du capital humain. Donc l'homme doit être formé et préparé pour prendre le relais de demain. Or, demain, c'est déjà une nouvelle civilisation. Donc nous devons tous nous inspirer un peu de cette vision que les métiers de demain, l'économie de demain est encore dans le futur. Donc il faut préparer nos citoyens à préparer l'avenir. Voilà, le chef de l'État qui participe à Dubaï à la rencontre, donc au sommet mondial sur la gouvernance. Il faut dire qu'à Dubaï, le chef de l'État excusez-moi, a rencontré la communauté sénégalaise des Émirats Arabes Unis. Ils se sont félicités des actions du président Macky Sall, suivant ce reportage de notre envoyé spécial Aboubakar Kane. À Dubaï, le président de la République est venu répondre à l'invitation de Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-premier ministre des Émirats Arabes Unis, émir de Dubaï. Quelques heures seulement après son arrivée, le chef de l'État a tenu à rencontrer la communauté sénégalaise. Une occasion d'échanger avec ses compatriotes sur leurs conditions de vie en terre étrangère. Aller à la rencontre des Sénégalais est pour le président Sall un credo de son action quotidienne en faveur de la diaspora, une opportunité aussi de partager sa vision. Nous sommes tous témoins et fiers, en tant que communauté expatriée, de votre action inlassable en faveur de l'émergence économique et sociale du Sénégal. Votre engagement en faveur du monde rural est également magnifié. Ce qui est admirable dans la mise en œuvre des politiques publiques au Sénégal réside dans le changement du discours, l'appel au travail et à un effort interne, la synergie des efforts et le suivi-évaluation, gage d'une efficacité administrative retrouvée. L'engagement du chef de l'État en faveur du monde rural, notamment à travers les réalisations du PUDC, a aussi été largement salué par les différents orateurs. Les représentants des associations de Sénégalais opérant aux Émirats Arabes Unis ont tour à tour passé en revue leurs préoccupations. Le rêve de tout émigré étant de revenir au pays, imams, étudiants, travailleurs dans l'informel ou encore professionnels de l'aviation, responsables de la coopérative d'habitat, tous ont exprimé plus qu'un souhait leur volonté de participer chacun dans son domaine au développement du Sénégal en soutien aux efforts du gouvernement. Le président Macky Sall a salué le comportement exemplaire de ses compatriotes avant de revenir sur la mise en œuvre des politiques publiques au Sénégal. Le chef de l'État a réaffirmé son engagement à combattre les inégalités sociales, un combat qui constitue la base de son programme de développement dans ses différentes composantes, l'objectif étant de parvenir à une richesse équitable entre les pôles territoires mais aussi les différentes couches de la société. À l'occasion, le président Sall a rappelé les dispositions prises pour l'acquisition dans un délai record de machines de radiothérapie, une façon de faire face aux désagréments causés par la panne de sel de l'hôpital de Dantec. Le représentant des Gambiens a lui adressé une motion de remerciement au président de la République pour son engagement dans la gestion de la crise post-électorale dans leur pays.
Sachez qu'à la suite du chef de l'État, le ministre de la Santé qui se trouve également à Dubaï a apporté des précisions sur la date de livraison de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Selon le professeur Awa-Marie Kolsek, les fabricants sont en train de mettre les bouchées doubles pour livrer avant l'échéance de juin. Voici le ministre de la Santé au micro de notre envoyé spécial Oumou Baldé. Un appareil de radiothérapie, c'est un appareil qui se construit. Nous avons fait ce que personne n'a fait parce que nous avons négocié même avec les fabricants de pouvoir faire même des équipes de nuit et donc de nous faire un appareil qui devrait être fabriqué en 4 mois, d'essayer de le faire même en 2 mois, de le faire arriver. Donc les échéances, on peut dire, sont la fin du mois plutôt de juin et nous pensons que nous pourrons avoir Dalal Jamm prêt. Et que aussi l'hôpital de Dantec, pour lequel nous avons un grand projet, pas seulement l'appareil, c'est pour toute la cancérologie, que nous puissions aussi arriver à nos fins dans ce domaine-là. Et puis sachez aussi qu'en marge du sommet, le président de la République a eu une série d'audiences avec les autorités de Dubaï. L'émir Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le ministre d'État chargé de la coopération internationale et des affaires africaines, et le PDG de DP World ont donc eu une séance de travail avec le chef de l'État. Ils ont affiché un intérêt particulier pour le Sénégal. Nous aurons cet élément certainement avant la fin de cette édition. Ici à Dakar, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a inauguré hier soir à Fass la maison de l'émergence, le projet du mouvement politique Macky Moñu Ñor de Cheikh Mbacké Sakho. Il vise à vulgariser les actions du président de la République à la base. Il sera aussi question d'accompagner les jeunes en termes de formation et de financement. C'est pour faciliter leur insertion dans le tissu économique national. Lamine Touré. La maison de l'émergence est un outil de développement local. Ici, il sera question de communiquer sur les réalisations du président de la République dans le cadre du plan Sénégal émergent. C'est aussi une opportunité offerte aux populations de Fass, en particulier les jeunes, en matière d'insertion économique. Je voudrais que cette maison de l'émergence, Monsieur le Premier ministre, soit non seulement une station de développement économique, mais encore un espace d'éducation, un espace de conscientisation des masses pour qu'ils comprennent mieux ce fabuleux projet du chef de l'État. Un espace qui serve à leur expliquer que l'émergence passe par le respect d'autrui, par le respect de notre environnement. Il faut qu'on cesse de jeter les ordures dans les rues, il faut qu'on cesse de se soulager derrière les murs, ça fait partie de l'émergence. Il faut également que ce soit, Monsieur le Premier ministre, un espace de formation, d'échange et d'amélioration du niveau de nos populations au-delà de l'aspect économique, car je suis persuadé que l'émergence d'un pays se mesure par rapport au niveau de ses populations. Un dispositif d'interface décentralisé qui est élargi au quartier de Gueltapé-Colobane. La maison de l'émergence est un projet de Cheikh Mbacké Sakho, ministre conseiller, installé dans plusieurs villes du pays. Le programme ambitionne d'accompagner le chef de l'État dans sa politique de développement en mettant l'accent sur l'approche inclusive. Maison de l'émergence yoyu. La maison de l'émergence constitue un moyen pour faire comprendre aux populations les réalisations du chef de l'État. Nous vous en remercions. Ils étaient nombreux les membres du gouvernement venus assister à l'événement. Le ministre de la formation professionnelle, à travers le Premier ministre, a décliné son projet de soutien aux jeunes de Fass. Le ministre Talla partenaire Cheikh Mbacké Sakho fii. Le ministre de la formation professionnelle, dans le cadre des maisons de l'émergence, compte prendre en charge gratuitement 150 filles de Fass en matière de formation et d'équipement en coiffure. Les mécaniciens vont également bénéficier du matériel de travail ainsi que les artisans. Une ligne de crédit sans apport, 2 milliards de francs CFA, est déjà disponible. L'appropriation du plan Sénégal émergent par les populations passe par de telles initiatives, ont déclaré les autorités politiques.
Anambé Kouta, c'est dans le département de Vélingara, a entraîné son collège tout neuf, un cadeau du président Macky Sall en guise de récompense. C'est suite aux bons résultats obtenus au BFM en 2015. Le joyau qui a coûté 90 millions de francs CFA a été inauguré par le ministre de l'Éducation. Serigne Mbaïtiam a aussi visité le chantier du lycée de Medina Yoro Fula. C'est un reportage de Massamba Thian. À bas les abris provisoires, vive les abris provisoires. L'histoire de ce célèbre collège plébiscité par le président de la République à l'occasion de son discours à la nation du 30 janvier 2015 pourrait se résumer ainsi. Après avoir relevé les résultats au BFM du collège d'Anambé Kouta, qui venait de réaliser 100% à cet examen, avec des élèves qui ont étudié du cours d'initiation à la classe de 3e sous abri provisoire, vous avez promis de construire le collège d'Anambé Kouta. Chose promise, chose faite. Sous l'impulsion du ministre de l'Éducation nationale, les travaux du collège ont démarré le 15 mai 2016. Ils ont été réceptionnés en août 2016. Un délai d'exécution bien respecté. Ce geste du président Macky Sall traduit l'engagement qu'il a pour l'équité territoriale, pour le développement du pays. Bâti sur une surface de plus de 2 hectares environ, ce cadeau du chef de l'État pour encourager l'excellence a coûté 90 millions de francs CFA. Il comprend 6 salles de classe, un laboratoire, une bibliothèque, un loge gardien, 2 blocs d'hygiène pour garçons et filles, un mur de clôture sur 500 mètres linéaires, un réseau électrique interne et un puits d'eau équipé de pompes et d'installations solaires. Monsieur le ministre, tous nos remerciements à Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, pour ce joyau qu'il vient de nous offrir. Deuxième étape de la visite, Medina Yoro Fula. 88 km de route en cascade pour atteindre cette zone célèbre depuis toujours par son enclavement. Ici, dans le cadre de la politique d'équité et de résorption des abris provisoires, l'État a démarré la construction de ce lycée. Coût global de la réalisation en cours, 254 millions de francs CFA. Mais ce que je peux dire, monsieur le ministre, c'est de vous remercier le chef de l'État, puisque tous les engagements que le chef de l'État prenne pour Medina Yoro Fula sont respectés à 95%. dafa metti woon ndax yoon bi gis ngeen yoon bi sax yoon bi dafa sori jigéen yi sant na Yàlla ak yanante yi ak nguur ji ak gannaaw Macky Sall. Après la visite du chantier, le ministre de l'Éducation nationale et la délégation se sont arrêtés sur le site du lycée. Des classes et des bureaux entièrement en abri provisoire. Face aux urgences, l'entrepreneur a été invité à accélérer les travaux pour permettre aux élèves d'utiliser les bâtiments pour l'année scolaire 2017. Parlons de la 69e session ordinaire de l'UNVS. Elle a été ouverte ce dimanche à Dakar au siège de l'organisation. Occasion pour le Conseil des ministres de passer en revue les activités annuelles, mais aussi d'ouvrir l'organisation à d'autres partenaires dans le cadre de la recherche de financement. L'UNVS a besoin de 4 milliards de dollars pour les 7 années à venir d'Ahaba. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal en 4 décennies d'existence est à sa 69e session. Une session ordinaire avec un bilan de l'exercice écoulé, mais surtout avec des perspectives innovantes. Parmi ces innovations, l'élargissement du portefeuille partenariat. Nous avons besoin de 4 milliards de dollars pour nos programmes de 5 à 7 prochaines années. Donc les fonds classiques habituels ne peuvent pas suffire. Et nous explorons maintenant des bailleurs de fonds nouveaux. Les Pays-Bas sont aussi avec nous depuis un certain temps, non seulement dans le cadre de ce qu'on appelle le Trust Fund, mais également en collaboration bilatérale. Et là, c'est très important puisque c'est très souple comme coopération, mais c'est très adapté à nos besoins. Nous continuons les négociations maintenant avec la partie indienne. Et de plus en plus, nous sommes approchés par les Brésiliens et d'autres Asiatiques. L'OMVS, au cours de l'année 2016, a, dans ses domaines de compétences, accompli des actions majeures, de l'énergie à l'institutionnel, en passant par l'agriculture ou encore la navigation. Nous saluons les efforts menés en 2016, tant en termes d'études qu'en recherche. Des groupes de Malantali.
la production de Felou, ainsi que la maîtrise de la production. Nous produisons l'énergie et nous vendons seulement à 37 francs CFA le kilowattheure aux 4 États. Le coût de l'énergie produite dans ce pays est 3 à 4 fois plus. Le président Macky Sall s'est fixé dans le cadre de l'objectif Sénégal émergent que le prix du gazole soit à 80 francs CFA le kilowatt. Plus l'OMVS contribuera à apporter de l'énergie à bas prix, mieux le Sénégal s'emportera mieux et ce sera le même pour les 4 autres pays. Outre la Mauritanie, tous les autres États membres de l'OMVS étaient représentés au plus haut niveau à cette rencontre de Dakar. Notre présente session se doit donc encore une fois de relever le défi majeur qui consiste à aller de l'avant et poser des pas décisifs pour la réalisation de nos différents projets et programmes aptes à promouvoir le développement de nos États. Les experts, dans leur réunion préparatoire à cette 69e session de l'OMVS, ont soumis au Conseil des ministres des documents à ratifier pour le démarrage effectif de certains instruments de l'organisation. Le comité de pilotage du projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine a effectué une visite de terrain. Il s'est rendu à Koungheul pour visiter l'abattoir que le PASA Lumakaf a construit dans la commune. Le barrage de Diamagadio et la ferme de Toun Mosquée ont été visités par la délégation d'Amsila. Koungheul, première étape de la visite du comité de pilotage. Ici, le PASA Lumakaf a construit un abattoir entièrement équipé et qui fonctionne totalement avec le système solaire. D'une superficie d'1 hectare, l'abattoir répond parfaitement aux normes sanitaires, contrairement à l'ancien qui a été aménagé en plein air. L'abattoir a une capacité de 10 bovins journaliers et de 50 petits ruminants. Présentement, le niveau d'utilisation tourne autour de 3 à 4 bovins par jour et de 35 petits ruminants. Donc c'est important en termes de qualité des productions. Après Koungheul, la délégation s'est rendue à Diamagadio, toujours dans la région de Kaffrine. Au village de Louba, plus précisément, le projet a construit un barrage pour non seulement désenclaver la zone, mais aussi retenir l'eau pour permettre aux populations de pratiquer l'agriculture pendant toute l'année. Ici, le riz est cultivé en quantité et en qualité. Le maraîchage est également pratiqué. Ces ouvrages actuellement nous permettent d'emblaver environ 380 hectares en riz, en plus des activités, en plus de 160 hectares de maraîchage. Et dire que ce sont des ouvrages qui viennent d'être finalisés au cours du présent hivernage. Et malgré cela, je pense que nous avons obtenu des productions assez significatives et des rendements qui gravitent autour de 2 tonnes à 4 tonnes avec des pics de 6 tonnes pour certains producteurs. Pour boucler la visite, le comité de pilotage a fait cap sur Toun Mosquée. Dans cette localité, plusieurs hectares sont aménagés par le projet pour permettre aux populations de pratiquer le maraîchage. Différentes variétés de légumes sont cultivées dans cet espace. Le projet va réaliser 46 fermes, dont 22 fermes dans les régions de Louga et 24 fermes dans la région de Kaffrine. Et présentement, à mi-parcours, je peux dire que plus de 50% de ces réalisations sont effectives. Disons même 60%. Et sur le plan taux d'exécution physique, ça tourne autour de 70%. Parce qu'on a anticipé sur beaucoup de choses. Au démarrage du projet, on avait ce qu'on appelle un programme d'ancrage qui avait identifié des activités prioritaires qu'il fallait mener sans trop d'investigation parce qu'il y avait une pré-étude de faisabilité qui avait été faite. Le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine vise l'accroissement de la productivité agricole dans ces différentes localités. À 1 an et demi de la fin du projet, les résultats obtenus sont très satisfaisants. Chaque année, beaucoup d'accidents de la circulation sont enregistrés à Tambacounda. En 2016, pas moins de 450 ont été notés, entraînant des dizaines de morts. Pour les blessés, ils sont pris en charge aux urgences de l'hôpital régional, un service qui fonctionne malgré un déficit de moyens. Abdoulaye Sinkare. Du fait de sa position carrefour, Tambacounda est une région au trafic important, ce qui ne manque pas de causer beaucoup d'accidents, parfois spectaculaires. Pour l'année 2016, nous avons reçu 2775 cas d'urgence et parmi ces urgences, il y a 992 accidents de la voie publique, ce qui représente un taux de 35%. Et les accidents de Jakarta sont au nombre de 154, ce qui représente à peu près
5%. Les pics, nous les avons constatés au mois d'avril avec le Dakar de Médina Gounass et au mois de décembre. C'est durant cette période-là qu'on reçoit le plus d'accidentés de la circulation. Selon des chiffres de la 61e compagnie d'incendie et de secours, 451 accidents se sont produits en 2016, faisant des dizaines de morts. Rien que pour janvier 2017, 41 accidents ont été comptabilisés. Les évacuations sont prises en charge au service d'accueil et d'urgence de l'hôpital régional. Nous avons 3 médecins au niveau du service et parmi eux, il y a un spécialiste de la médecine d'urgence qui a fait un DU en médecine d'urgence. Donc il est là. Et par rapport aussi au matériel, c'est vrai qu'il y a du petit matériel qui est là, mais ça reste, on est en train de réfléchir pour agrandir le service, pour avoir une salle de déchocage pour mieux prendre les accidentés en charge. Par rapport au personnel aussi, c'est vrai, l'hôpital de Tamba souffre avec un déficit criard de personnel, c'est-à-dire que l'hôpital fonctionne en principe avec 1/3 de son personnel. Très sollicité, le service gère les situations malgré un déficit de moyens matériels et humains. Avec les usagers, les incompréhensions ne manquent pas. Le problème est que, par exemple, pour le chirurgien orthopédiste, s'il y a des accidentés et qu'il est au bloc en train d'intervenir, les accidentés ne pourront pas être vus avec les autres parce qu'ils sont au bloc. C'est ce qui fait souvent des malentendus avec les populations pour dire que les malades sont négligés. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Mais les premiers soins sont assurés par le personnel infirmier qui est là, mais le travail de fond est fait par les médecins. Et si vous avez un seul chirurgien orthopédiste qui est au bloc, les autres blessés seront obligés d'attendre jusqu'à sa sortie du bloc opératoire. Des efforts sont faits par l'État en direction de l'hôpital régional, mais il en redemande encore pour mieux faire face à sa mission. Sachez que le Sénégal a enregistré en 2016 plus de 600 décès sur les routes. Ces chiffres ne cessent d'évoluer ces dernières années. Les causes sont diverses. Le facteur humain est évalué à 90%. Aujourd'hui, les autorités s'alarment et les acteurs se penchent sur les comportements. Fatou Sakho. Voyager ou tout simplement se déplacer peut de plus en plus, vu le nombre et la violence des chocs, nous mener en notre dernière demeure. Défaillance humaine, technique et état des routes. La trilogie est établie. La part imputée à l'homme se situe entre 90 et 92%. Mais parmi ces 90%, il n'y a pas que les conducteurs. Ils ne sont pas mis en cause seulement les conducteurs. Non, ce sont tous les usagers de la route. Quand on parle de ce facteur humain, il y a un certain nombre de rubriques que l'on peut retrouver à l'intérieur. C'est le cas de la vision, c'est le cas de la fatigue, de la somnolence, de l'usage du téléphone portable. C'est également l'usage de drogue et la consommation d'alcool. Voilà ces différents éléments qu'on peut qualifier de défaillance humaine. Des défaillances qui mettent en cause directement le conducteur. En cas d'accident, le premier responsable est le chauffeur. Nous leur demandons d'être plus respectueux de notre métier et de faire des efforts dans la formation. Les chauffeurs d'aujourd'hui ne connaissent pas leur outil de travail. La formation n'est plus ce qu'elle était et la catégorisation des véhicules de transport en commun n'est plus respectée. Ces premiers mis en cause dans les accidents de la route sont aussi parfois confrontés à des situations extrêmes. Tout dernièrement, l'accident de Mbadianen, qu'est-ce qu'il a provoqué? Un camion malien. À Koungheul, pareil. Les camions sont à la base de beaucoup d'accidents. En pleine nuit, en cas de panne, ils stationnent sur la chaussée à cause de l'étroitesse des routes. Si le camion est au milieu de la route, alors qu'en sens inverse, il y a un autre gros porteur, tu n'as pas beaucoup de choix. Tu percutes le camion ou tu sors de la chaussée pour minimiser les dégâts. Avec la vitesse, le temps du freinage est lent et le choc est inévitable. Entre le moment où vous voyez un obstacle et le moment où vous cherchez à immobiliser le véhicule, c'est cette distance-là qu'on appelle distance d'arrêt. Et quand vous roulez à 70 km à l'heure, donc en utilisant vos feux de croisement éclairent sur 50 mètres et votre distance d'arrêt va correspondre exactement à la distance éclairée par vos feux. Si vous êtes à 100 km à l'heure,
Donc vous ne verrez pas ce qu'il y a au-delà de 50 mètres. Ce qui explique en général quelqu'un qui roule jusqu'à heurter un camion en stationnement sur la chaussée. L'excès de vitesse, un indicateur du non-respect du code de la route, qui du reste est rédigé dans une langue que ces acteurs ne comprennent pas toujours. Quand on parle souvent du respect du code de la route, mais ces règles-là, il faut les apprendre pour après les appliquer. Dès lors qu'on a appris le Coran, on a les aptitudes pour comprendre les choses. Apprendre son métier dans un garage ne veut pas dire que la formation s'arrête là. Nous distribuons des codes, donc ils doivent faire l'effort de les apprendre. À mon avis, dès lors qu'un conducteur a obtenu son permis de conduire, la question de l'aptitude ne doit plus se poser. L'absence ou l'excès de sanctions installe aujourd'hui sur les routes des comportements à risque. Il y a une forme de sanction que certains transporteurs appliquent au chauffeur quand il est précédé par celui qui a pris départ après lui. C'est pourquoi ils font la course-poursuite sur les routes pour ne pas être mis à pied. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Sénégal est passé de 35 à 37% de décès par million d'habitants par an sur les routes. 90% Nous avons des règles qui imposent aux chauffeurs de se garer 2 jours le temps de se reposer. Des règles et codes de conduite établis dont beaucoup de conducteurs font fi. À la suite de la dernière série meurtrière, l'État va vers un conseil pour stopper cette saignée. Il faut obligatoirement durcir les sanctions. Il faut qu'il y ait un binôme contrôle-sanction en permanence. En tout état de cause, de nouveaux comportements s'imposent sur la route. Et pour coller avec cette série sur les accidents, nous vous proposons après cette édition un débat qui sera animé par Ibrahima Diédhiou que nous retrouvons au Beau Maraîcher. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, cher Traoré. Alors Ibrahima, de quoi nous allons parler dans ce débat? Nous allons parler justement de ce fléau que vous évoquez dans votre journal, le 20h. Il s'agit donc, après la série que nous avons proposée tout au long de cette semaine, de vous parler d'une question d'intérêt national à travers un débat qui va concerner plusieurs acteurs. Nous avons avec nous les responsables du CETUD, de la GEROUTE, de la direction du transport public, du transport routier, les syndicats des transporteurs. Nous avons également l'Association nationale des personnes victimes des accidents de la route. La police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers sont attendus. Alors, toute une panoplie de personnalités pour parler d'un fléau qui perdure. Rappelez justement qu'en 2015, le Sénégal a enregistré quelques 500 et quelques victimes des accidents de la route. En 2016, 606 victimes. Et 2017 a commencé avec ce fameux accident tragique au niveau de Malem-Hodar. 17 personnes ont perdu la vie. De quoi justement poser ce débat d'intérêt national pour trouver justement des solutions, mais également évoquer les mesures prises lors du conseil interministériel que le Premier ministre a présidé récemment. Tout un tas de questions autour de cette question très sociale ici au Sénégal, les accidents de la circulation. Comment faire pour arrêter tout cela? C'est l'objet de ce débat que nous allons vous proposer ici au niveau de la gare routière Les Beaux Maraîchers. Vous voyez le décor. Nous ne sommes pas encore à l'arrivée. C'est le point de départ justement pour ce débat qui va entretenir justement les Sénégalais sur cette question. Et ce sera en Wolof après votre journal, cher Traoré. Merci Ibrahima Diédhiou. Rendez-vous donc après ce journal pour ce débat en Wolof sur les accidents qui causent beaucoup de dégâts au Sénégal. En marge du sommet donc sur la gouvernance qui se tient actuellement à Dubaï, le président de la République a eu une série d'audiences avec les autorités de Dubaï, l'émir Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le ministre d'État chargé de la coopération internationale et des affaires africaines,
Et le PDG de DP World affiche un intérêt particulier pour le Sénégal. La coopération bilatérale a été passée en revue et des projets de partenariat identifiés. Aboubakar Kane. En marge du sommet, le président Macky Sall s'est entretenu avec des autorités de Dubaï. Au premier chef, son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. L'émir de Dubaï et le chef de l'État ont surtout abordé des sujets relatifs à la coopération bilatérale et au partenariat. La gouvernance a été évidemment au cœur des échanges. Par ailleurs, vice-premier ministre des Émirats arabes unis, l'émir a réaffirmé la volonté de Dubaï d'élargir ses investissements au Sénégal. Quant au PDG de DP World, il s'est félicité de la participation remarquée du Sénégal au forum. Sultan Ahmed bin Sulaïm, dont l'entreprise est déjà présente depuis 2008 au port autonome de Dakar, est également sur le projet du port de Ndayane et le projet du port du futur. Autre audience, celle que le président de la République a accordée au ministre d'État chargé de la coopération internationale et des affaires africaines. Madame Rim Al-Hashimi, de réitérer le souhait de Dubaï de renforcer sa présence au Sénégal. Le Sénégal et les Émirats arabes unis ont une relation très spéciale et nous comptons renforcer cette relation en termes de partenariat économique et d'investissement également. Nous avons discuté au cours de notre session aujourd'hui de questions d'opportunités de coopération avec le Sénégal et puis également de renforcement des conditions de vie dans le monde rural, par exemple, électricité, infrastructures et autres opportunités d'investissement au Sénégal. Nous pensons que le Sénégal est une bonne place pour ce genre de coopération entre les Émirats et des pays africains. De réelles opportunités d'affaires s'offrent ainsi aux deux pays pour hisser à un niveau supérieur leurs relations de coopération. La carte judiciaire telle qu'elle se dessine participe au renouveau du service judiciaire. C'est là le propos de Pape Hassan Touré. Le juge signe un deuxième ouvrage sous les auspices de la réforme judiciaire. La cérémonie de dédicace est déroulée en présence de Nafissatou Diouf. C'est devant un parterre d'invités composé de juges, de magistrats, d'avocats, mais aussi d'étudiants, que Pape Hassan Touré a présenté son ouvrage « La réforme de l'organisation judiciaire du Sénégal ». Le juge n'en est pas à sa première expérience. Il est un auteur confirmé dont la plume est souvent au service de la justice, ce que n'a pas manqué de souligner le préfacier et non moins premier président de la Cour suprême. Pape Hassan, pour parler un langage cher au parquetier, est en état de récidive. Il a déjà écrit un ouvrage remarquable et remarqué dont on a fait état, qui m'a passionné, puisque c'est dans mon domaine spécifique de compétence qui est le droit pénal. C'est son ouvrage sur la cybercriminalité. Ce n'est pas une récidive de délit ni une récidive de crime, c'est une récidive dans le meilleur sens du terme. Et il vient de produire à nouveau ce que je crois être la première partie d'une étude qui va être très intéressante. Je retiens que vous avez été un précurseur. Vous-même, vous le dites avec beaucoup d'élégance et de retenue dans votre avant-propos en disant que vous espérez que ce livre sera le début d'un travail d'écriture, d'annotation, de commentaires de textes de droit. Une plume judicieuse, auteur de nombreuses publications dans le domaine, Pape Hassan Touré a voulu, à travers ce document de 423 pages, contribuer à enrichir la littérature juridique. Déjà, dans l'avant-propos du livre, il donnait les raisons de la sortie de cet ouvrage, je le cite, « Le livre que vous tenez entre les mains est le résultat d'un constat, celui de l'indigence de la littérature juridique relative à l'organisation judiciaire du Sénégal ». Fin de citation. Astreint au devoir de réserve sous sa casquette de secrétaire général adjoint du gouvernement, le juge Touré a consciencieusement participé à asseoir une réflexion autour de la nouvelle carte judiciaire du Sénégal entre 2014 et 2016. Vous savez qu'il y a eu en 1984 déjà une loi qui avait organisé un peu la carte judiciaire du Sénégal. Donc en 2014 il y a eu une réforme sur ça et le professeur est revenu un peu sur l'essentiel de cette réforme en commentant disposition par disposition cette nouvelle loi de 2014. La réforme porte sur, c'est pas une réforme globale, il s'agit d'une réforme qui porte sur les structures
sur l'organisation de la justice, cela veut dire la façon dont les juridictions sont organisées. Ce qui va changer fondamentalement, c'est que la justice sera mieux rapprochée des justiciables, ce qui permet effectivement de rendre efficace la prestation judiciaire au bénéfice des justiciables. Après ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et étudiants, les parents du juge ont aussi apporté un témoignage sur le sens de la responsabilité de ce dernier. C'est d'ailleurs au nom de ce principe que la sortie prochaine de la deuxième partie de cet ouvrage a été annoncée par les éditions L'Harmattan qui accompagnent l'auteur. L'actualité dans le reste du monde nous conduit en Allemagne, en Corée du Nord et en Libye, mais commençons par la Tunisie, où le gouvernement, à travers son ministère de l'Intérieur, a annoncé avoir démantelé une cellule terroriste dans l'est de la Tunisie. Louise Bilza. Une cellule terroriste de 6 membres dont les activités consistaient notamment à recruter des combattants pour le compte d'organisations djihadistes vient d'être démantelée dans l'est de la Tunisie. Âgés de 19 à 51 ans, les 6 suspects ont été interpellés lors d'une opération de la garde nationale dans la région de Monastir, information rendue publique par le ministère tunisien de l'Intérieur. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a défendu par la voix de son porte-parole son choix de l'ancien premier ministre palestinien Salam Fayyad comme émissaire de l'ONU en Libye, une nomination qui a été bloquée par les États-Unis qui estiment que l'État de Palestine n'est pas reconnu comme un membre à part entière des Nations Unies. Pour le porte-parole de l'ONU, les employés des Nations Unies servent à titre strictement personnel et ne représentent aucun gouvernement ni aucun État. Les Nord-Coréens ont procédé ce dimanche à un tir d'engin balistique à moyenne portée. Après quelques mois d'accalmie, c'est le premier tir depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce lancement de missiles a eu lieu alors que se tenait en même temps aux États-Unis un sommet entre le président américain et le premier ministre japonais Shinzo Abe. Donald Trump a réagi et a assuré se tenir derrière le Japon, son grand allié. Frank-Walter Steinmeier est le nouveau président allemand, ancien ministre des Affaires étrangères et fils de charpentier. Steinmeier a été élu par le Parlement avec un total de 931 voix sur 1239 grands électeurs pour occuper le poste très honorifique de président allemand. La famille de la culture en marche vers l'émergence, c'est le thème de la randonnée pédestre du ministère de la Culture, une marche qui a vu la participation de beaucoup de jeunes randonneurs. Le personnel diplomatique accrédité à Dakar était aussi de la partie Ndeye Adja. Réveil musculaire et c'est parti pour le monument de la Renaissance. Tous les sympathisants de la culture se sont retrouvés pour cette randonnée pédestre placée sous le thème « La famille culturelle en marche vers l'émergence ». L'année 2017 est l'année de la culture, nous a-t-on dédié et je crois que nous devons marcher vers l'émergence, nous devons faire en sorte que la culture apporte au moins sa contribution au plan Sénégal émergent et vous avez vu tout ce que le chef de l'État, le président Macky Sall a déterminé à donner comme instruction pour que la culture soit au devant et au milieu de ce plan Sénégal émergent. L'ambiance était bonne et le parcours difficile, mais on a tenu, on est là au nom du ministre des Sports, Matar Ba, qui est empêché pour venir prêter main forte à son collègue. Donc on est très heureuse de participer à cette belle randonnée. Une marche qui a battu des records de participation et certains membres du corps diplomatique accrédité à Dakar ont tenu à être de la partie. Très bonne initiative du ministère de la Culture. J'aimerais bien que d'autres initiatives comme ça puissent se répéter puisque c'est important pour, je crois, surtout pour les jeunes, mais pour tous les participants. C'est très important de mettre la culture avec le sport, donc de promouvoir la culture avec un événement sportif qui rejoint les gens, c'est très bien. Et ça c'est une très belle journée, il y a beaucoup de monde, c'est le top. C'est excellent parce que combiner le sport, la culture et avoir vraiment toute cette population de Dakar à venir marcher, je dis bravo. Donc je suis là et pour marcher et pour soutenir et le ministre et la démarche. La marche permet de se détendre tout en favorisant une bonne circulation sanguine. Cela, le ministère de la Culture l'a compris, c'est pourquoi ils ont initié cette marche pour permettre une grande communion entre tous les agents du ministère.
La rubrique découverte nous mène aujourd'hui en Casamance dans le Pakao. C'est pour découvrir Karantaba, l'une des plus vieilles cités religieuses du Sénégal. On y trouve la plus vieille mosquée du pays. L'édifice qui date de plus de 600 ans est classé patrimoine historique. Karantaba est aussi un lieu de prière et de recueillement. Et chaque année, des milliers de fidèles convergent vers ce fief de grands érudits islamiques. Salut Sek. Situé dans la région de Sédhiou, précisément dans le département de Goudomp, Karantaba est une très vieille cité religieuse. La localité fait partie des premiers foyers religieux du Sénégal. C'est un village qui remonte